Bonjour, mon nom est Virginie Taillefer, bienvenue à Conteur de paroles. Le conte, c'est un art ancestral, un art de proximité qui connaît aujourd'hui un regain de popularité. Mais pas besoin d'aller en ville pour en entendre parce qu'à Conteur de paroles, on se déplace pour vous dans une soirée de contes au Presse-Café du Mont-Saint-Hilaire. Chaque semaine, on découvre en toute intimité les récits de conteurs passionnés. Aujourd'hui, 3 conteurs et demi ont pris la parole et je vous invite à vous imprégner du plaisir qu'ils ont à jouer avec les mots. Le diable est une figure de proue dans les contes traditionnels québécois. Il exauce nos vœux autant qu'il nous fait trembler. Prenez garde à votre âme, chers spectateurs, avant qu'elle ne devienne un feu follet. Je m'en vais vous raconter une histoire troublante. Et je vous préviens, s'il y a des créatures qui ont peur des revenants puis des apparitions, ben, elles seront bien mieux de s'en aller dans la salle d'à côté et aller prendre un café. Parce que mon histoire, elle a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. C'est l'histoire d'un feu follet qui existait autrefois dans la montagne et puis qui a donné la frousse à toute la paroisse de Saint-Hilaire. Mais je vois qu'il y a des jeunesses ici dedans. Je vais être encore pris pour expliquer ce que c'est qu'un feu follet. Ça fait que ouvrez bien vos oreilles puis écoutez comme faut, parce que j'ai pas l'intention de dire à chaque fois ce que c'est qu'un feu follet. Un feu follet, c'est l'âme d'un chrétien qui est mort sans avoir raconté ses péchés au prêtre depuis 14 ans. À ce moment-là, il commence à courir la campagne pendant la nuit. Le diable s'empare de lui, puis il force à faire le raveau partout à travers les paroisses. Quand il y a un habitant qui sort tout seul la nuit, le feu follet, il fait exprès, puis il va l'écarter. Et puis l'habitant ne pourra plus jamais revenir chez eux. Si le paroissien il est en voiture, le feu follet, il va précipiter ses chevaux dans le fossé. Ou bien encore, il va entraîner la voiture en bas d'un pont. Un feu follet, ça donne toutes sortes de misères au monde. Mon histoire s'est passée dans les années 1800. 1890, quelque chose. Les habitants de Saint-Hilaire, quand ils se promenaient la nuit, ils faisaient des rencontres étranges. Pas des mécréants, des vauriens, ou même des bêtes sauvages. Ça, s'ils avaient rencontré un loup ou un ours, on en aurait parlé pendant quelques jours. Non, c'était d'autres choses. Ils disaient qu'il y avait des lumières qui suivaient leur voiture. Et comme ils étaient tout seuls à dire ça, puis comme ils étaient tout seuls dans leur calèche, on s'est dit, ben, ils ont pris un coup de trop ce soir-là. Mais plus les mois passaient, plus il y avait de monde qui disait qu'il était suivi comme ça. Il faisait des rencontres étranges. Ben ouais. Il y avait vraiment des lumières à Saint-Hilaire. Un soir de novembre, Éphrem Pigeon, l'ami de mon grand-père, il revenait du bord de l'eau. Et puis il retournait chez eux. C'est un gars qui avait une grande terre à bois au pied de la montagne. Et puis, il faisait du bois de chauffage. Comme il n'était pas riche, ben, il vendait son bois pas cher. Il revenait du bord de l'eau. Il avait conclu une affaire avec quelqu'un dans ce coin-là. Il revenait chez eux, sur le chemin des 30. Tout d'un coup, il voit comme une lumière au pied de la montagne. Pas mal loin. Petite lumière. Un peu comme un fanal. Il se dit, voyons donc,
Qu'est-ce que c'est comme ça qui sort avec un fanal allumé en pleine nuit? Quelqu'un qui est si pressé qu'il ne peut pas attendre au lendemain? C'est bizarre, cette affaire-là. Mais la voiture a passé devant la terre de Baptiste Reynaud, puis Baptiste Reynaud, c'était un original. Même qu'il était un peu détraqué. Mais quand même, hein, c'était bizarre. Tout d'un coup, la petite lumière, elle s'est dédoublée. Il y a eu 2 lumières. Éphrem Pigeon, il n'a pas trouvé bien drôle. Il a donné un coup de fouette à sa grise pour qu'elle presse le pas. Mais les 2 lumières ne s'occupaient pas de lui. Ils couraient les unes après l'autre, et puis c'est comme s'ils jouaient à courail. Puis finalement, il y en a une qui a pogné l'autre. Et puis là, quand elles se sont séparées, il y en avait 3. Et puis elles étaient plus grosses, plus lumineuses, parce qu'elles se rapprochaient du chemin. Oh, c'est des feux follets, ça, c'est des feux follets! La grise aussi s'en était rendue compte, je pense bien, et puis elle a commencé à aller encore plus vite. Mais là, les feux follets sont rapprochés de la route, et puis ils sont arrivés en arrière de la voiture. Et puis, il y en avait 3, ça passait à 5, à 15, à 50. Toutes sortes de petites lumières qui entouraient. Une grosse lumière, un feu follet. Et puis, ça grondait. Ça allait d'un bord puis de l'autre, sa route. Et puis, à un moment donné, ils ont entouré la voiture. Il y avait toutes sortes de petites boules de lumière qui tournaient autour d'Éphrem Pigeon puis de la grise. Et puis, c'était tout blanc, tout bleu. C'est comme un essaim de guêpes. Il y avait tellement de lumière qu'on se ferait cru en plein jour. La grise, elle voyait toutes ces lumières-là qui tournaient autour de sa tête. Elle s'est énervée. Elle a pris le mort aux dents, puis elle est partie à l'épouvante. Au bout d'un arpent, la voiture a renversé dans le fossé, et puis la grise a cassé les brancards, puis elle s'est sauvée jusqu'à l'écurie. Mon Éphrem Pigeon, lui, il était poigné en dessous de la voiture, quasiment assommé, plus capable de se déprendre. Il essayait de se tirer d'un bord puis de l'autre. À ce moment-là, la grosse boule de lumière est arrivée juste devant lui, et puis elle rapetissait, puis elle s'agrandissait, un peu comme le respire d'un animal essoufflé. Et puis là, mon Éphrem, il était terrorisé, terrifié. Il essayait de se sauver, pas capable. Qu'est-ce que je vais faire? Finalement, il a réussi à trouver un couteau dans sa poche. Il en a donné un coup dans la lumière. Bien, on a entendu un rugissement à travers toute la paroisse. Toutes les lumières sont éteintes. Mais Éphrem, il a eu le temps de voir un bonhomme tout nu qui se sauvait à travers les champs en criant. Le lendemain matin, quand Augustin Bernard est venu le déprendre de sa fâcheuse position, puis qu'il a tout raconté ce qui est arrivé, Bernard, il l'a regardé en se disant il a reçu un gros coup sur la tête. Personne n'a voulu croire dans la paroisse. Tout le monde disait qu'il avait encore exagéré sa boisson. Mais Éphrem Pigeon, il savait bien qu'il avait vu un feu follet. Même que ce bonhomme-là, là, qui s'était sauvé à travers les champs, je pense qu'il savait ce que c'était. C'était son 3e voisin qui ne fréquentait pas l'église et puis qui était mort l'hiver dernier, loin des sacrements. Ben, il s'était transformé en feu follet et puis il courait la campagne en essayant de trouver quelqu'un qui le délivrerait de son sortilège en le faisant saigner. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est ce que je vous ai raconté. Puis vous autres, les femmes là, qui sont sorties, vous pouvez revenir, parce que c'est la fin de mon histoire. Pierre Lambert, donc, d'où vient votre passion pour le conte? À partir de l'histoire, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Saint-Hilaire, et puis de là, aux légendes de la montagne de Saint-Hilaire, et puis des légendes, je suis passé au conte.
Alors maintenant, en plus de raconter des légendes de la montagne Saint-Hilaire, je compose des contes sur Saint-Hilaire. Pour réussir à captiver les gens, est-ce que ça prend de la folie, de la peur? Sur quelle émotion est-ce que vous jouez? Bien, moi, j'aime beaucoup les légendes puis les contes dramatiques. Alors, j'essaie de captiver l'émotion, captiver l'attention par des rappels de diables, de feux follets, de loups-garous, pour vraiment là, intéresser les gens. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? C'est un peu ça. Je veux leur transmettre finalement la connaissance du passé. Même si c'est des histoires parfois que j'invente, pas toujours, mais celle-ci que j'ai contée aujourd'hui, c'était une histoire inventée. Mais les feux follets, ils ont existé dans l'imaginaire des gens. Donc, je veux rappeler aux gens d'aujourd'hui que les feux follets, ça existait dans l'imaginaire des gens autrefois. Dans le prochain conte, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement les adultes qui peuvent raconter des histoires. Les enfants, quand ils n'ont pas les deux doigts dans le nez, peuvent facilement vous captiver. C'est une histoire pour enfants. Alors, je vous invite à laisser votre cœur d'enfant naître. Ça s'appelle « Les doigts dans le nez ». Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis un peu grippée, je parle du nez. Fait que c'est de circonstance. C'est l'histoire d'un petit... Là, si je me trompe, en plus, ça va me reprendre parce qu'elle la connaît bien. C'est l'histoire d'un petit cochon et d'une petite chèvre. Le petit cochon, il s'appelle Jules, puis la petite chèvre, elle s'appelle comment? Julie. Ouais. Puis Julie, la petite chèvre, la petite biquette, elle est toute propre, toute jolie, puis elle va à l'école avec Jules. Puis ils traversent ensemble le grand bois. À tous les jours, ils vont à l'école ensemble. Ils traversent le grand bois. Ils reviennent de l'école ensemble, traversant le grand bois. Jules marche un petit peu derrière Julie, le petit cochon, un petit peu moins propre que Julie. Puis, il a tellement envie de lui dire à quel point il est amoureux d'elle. Mais il est timide. Il n'est pas juste amoureux, il est timide. Alors, il n'ose pas lui dire. Puis, il continue sa route pour l'école. Puis, le jour où il avait vraiment décidé, c'est aujourd'hui que je lui dis, c'est ce jour-ci, il s'apprête avec son sac à dos sur la route, puis dit, Julie? Ah oui, Jules, j'ai oublié de dire, sais-tu quoi? Nous, on déménage demain. Ah ouais? Comment ça? Ah ben, t'as pas entendu dire? Il paraît qu'il y a un loup qui est arrivé dans les parages. Puis mes parents, ils ont très peur pour moi parce que le loup, il pourrait vraiment aimer ça, me manger parce que je goûte bon, puis je suis une bonne petite biquette. Mais toi, il n'y a pas de danger pour toi. Puis Jules, il a continué de marcher en se rendant à l'école cette journée-là avec son sac à dos sur les épaules, puis il n'a rien rajouté. Il a évidemment pas osé dire qu'il était amoureux, puis il a surtout pas compris qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle disait qu'il n'y avait pas de danger pour lui. Pourquoi le loup voudrait pas de lui? Puis pendant qu'il marchait puis qu'il pensait ça dans sa tête, qu'est-ce qui arrive de cacher derrière un arbre, vous pensez? Les loups. Avec ses grandes dents puis son gros sac, dans lequel, d'une grosse main, il jette Julie dans le sac, et avec la même main, il jette Jules. Il met le sac sur son dos. Puis à l'intérieur du sac, les deux animaux, le petit cochon et la petite biquette, qui étaient tout collés un petit peu, hein, parce qu'ils étaient serrés dans le sac, ils se faisaient trimballer. Julie qui était toute angoissée puis qui capotait parce qu'elle se faisait transporter dans le loup.
Mais Jules, qui se rendait pas compte de rien, lui. Ah, merci, Monsieur le Loup, d'avoir bien voulu me capturer, qui se disait dans sa tête, en s'accrochant un petit peu là, les oreilles de poils de ce cochon sur le petit pelage doux de Julie. Quand ils sont arrivés, parce que ça a fini à un moment donné, c'est un beau voyage de lune, cette belle lune de miel. Le loup, il a descendu le sac, il les a mis dans une chambre, il a ouvert le sac, il les a fait enfermer dans une chambre, il les a regardés comme il faut. Il a dit, restez là, je vais préparer la cuisine. Il a fermé la porte. Les deux petits animaux, ils ont juste eu le temps de voir à quel point le loup était propre et bien mis de sa personne. Il dégageait une odeur de Chanel pour loup numéro 5. Il avait les griffes curées à souhait, bien taillées, les cils bien coupés. Il était impeccable. Mais c'était quand même un loup. Et ses dents, bien qu'elles soient très brillantes, étaient quand même très coupantes. Alors, pendant qu'il s'installait à sa cuisine impeccable, d'une propreté inimaginable, il taillait, il aiguisait ses couteaux, plaçait ses instruments en stainless. Sa cuisine était parfaite. Alors que toutes les épices étaient choisies, les huiles, quel fumet serait apprêté, il retourne dans son garde-manger pour choisir lequel des deux animaux serait le premier à combler son appétit, sa faim de loup. Alors, il se trouve devant les deux. Admettons, pour les besoins de la cause, vous voulez bien faire Jules? Juste pour une petite minute. Julie? Fait qu'il se trouve devant les deux, puis il se demande lequel il va choisir. Alors, Jules, en galant, en Jules, hein, en digne Jules qu'il est, il se porte volontaire en disant, s'il avait été vraiment galant, vous auriez pu dire les dames d'abord. Mais si vous êtes vraiment plus que galant, mais héroïque, qu'est-ce que vous allez dire? Ben oui. Vous dites, puis Jules, il avait le sens de la répartie, alors il dit, vous savez, sûrement que Julie, avec sa chair tendre et savoureuse, est sans doute meilleure et plus appréciable que moi. Alors commencez par me manger moi, puis vous gardez le mets le plus raffiné pour la fin. Puis le loup, il trouvait ça très charmant comme geste. Alors il dit, allez à la casserole. Ah, tu savais pas que c'était risqué à ce point-là, embarqué dans le compte. Alors, il amène Jules avec lui dans sa cuisine, il le place, puis pendant qu'il aiguise encore ses couteaux, Jules, il regarde le loup, droit dans les yeux. Il prend un doigt comme ça. Il rentre dans une de ses... Puis il sort une grosse... Grosse quoi? Puis il la met dans sa bouche, devant le loup. Oh, le loup, si vous saviez, il est devenu vert. Il trouvait ça tellement horrible, ça lui levait le cœur, ça lui coupait l'appétit. Julie regarde le loup, droit dans les yeux. Il met son autre doigt dans son autre narine, puis il sort une autre grosse, encore plus grosse crotte de nez, gluante. Puis il la met dans sa bouche. Oh là, le loup, il n'en pouvait plus. Oh, il le trouvait horrible. Lui qui était si raffiné, qui avait des bonnes manières, il s'est dit, je vais pas manger ça, moi. Il était sur le bord de la nausée. Puis là, pour combler ça, qu'est-ce qu'il fait, Jules? Il lâche, que je ne nommerai pas ici, mais vous pouvez imaginer l'odeur à couper l'appétit, ça empestait dans toute la cuisine. Alors le loup, n'en pouvant plus, ouvre la porte de sa maison et sort dans la forêt en courant jusqu'à l'autre bout du pré. Pendant ce temps-là, Jules en profite pour prendre un bain et se parfumer à l'eau de Cologne, parce qu'il était quand même rusé. Une fois qu'il est tout propre et tout désinfecté, il retourne voir Julie dans le garde-manger et lui dit, « Ma belle Julie, je t'ai sauvée, le loup s'est enfui, je lui ai fait peur. » Julie est vraiment tout émue, puis en plus, Julie tout propre devant elle, tout rayonnant, il sent bon, le petit cochon. Alors elle lui donne un gros bec sur la joue, puis elle lui dit, « Jules, comment t'as réussi à faire fuir le loup? »
Puis elle, Pas dans le nez. Pourquoi participer à une soirée de contes comme celle-là? Bien, parce que les histoires, il faut qu'elles vivent, il faut qu'on les partage, l'amour des mots, l'amour des petites poésies aussi racontées, tout ça. Et qu'est-ce qui vous inspire dans ce conte-là, par exemple? Ce conte-là, c'est pas un conte de création. Habituellement, je raconte toujours des contes de création. Si j'ai choisi celui-là ce soir, c'est parce que Solamé était avec moi, puis c'est un conte qu'elle aime beaucoup. En général, je raconte des histoires que j'écris, puis c'est toujours un petit peu le message ou la poésie qui me fait choisir des contes. Celui-là, c'était l'humour. OK. Et comment est-ce que vous réussissez à captiver les gens? Ben, j'aime les histoires, puis j'espère de leur transmettre cet amour-là. Est-ce que tu aimes ça quand ta maman te conte des histoires? Les contes prennent souvent la forme d'une légende dans laquelle l'imaginaire permet d'expliquer les mystères de la vie. D'ailleurs, savez-vous qui a créé les étoiles? On le découvre à l'instant. Moi, je vais vous conter une histoire qui se passait autrefois, il y a très longtemps, dans le temps où les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant. Dans ce temps-là, le ciel, il était bas. Il était bas. Les oiseaux volaient pas très haut. Les arbres, ils poussaient croche. Puis les gens, les adultes, ils se promenaient comme ça. Il n'y avait pas le choix, le ciel, il était bas. Les seuls gens qui étaient libres et qui pouvaient courir partout, c'était les enfants. Fait que les enfants, c'était bien heureux quand ils étaient petits, mais ils n'avaient pas hâte de grandir parce qu'ils savaient ce qu'ils attendaient. Ils savaient qu'ils seraient obligés de se promener comme ça, comme leurs parents, à regarder leurs souliers, puis à observer le sol. Et puis ça les inquiétait. Puis cette année-là, il y avait eu plusieurs enfants qui s'étaient mis ensemble et qui s'étaient dit « Hey, il faut faire quelque chose. Il faut trouver une façon de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas comme nos parents. » Puis là, ils s'étaient fait un petit meeting. Là. Il y avait eu Sam avec ses amis. Puis on dit « Hey, peut-être qu'on pourrait peut-être prendre des bâtons puis se mettre à plusieurs puis essayer de lever ça, ce ciel-là. Peut-être qu'on va pouvoir avoir un peu plus d'espace pour marcher. » Fait qu'ils se sont mis, la petite gang, il était 7-8 un soir, puis là, ils se sont pris des perches, puis ils ont poussé. De toute leur force, il n'y avait vraiment rien à faire, ça bougeait pas. Puis là, ils ont dit, peut-être qu'on n'est pas assez, peut-être qu'il faudrait qu'on soit une plus grosse gang. Fait que là, ils en ont parlé autour. Puis la semaine d'après, ils se sont retrouvés encore une petite gang, il était à peu près 30. Puis là, ils en ont encore parlé, il faut qu'on s'arrange pour pas se retrouver comme nos parents, on va avoir mal dans le dos comme eux autres. Puis, fait que là, à la gang, encore une fois, ils se sont mis tout ensemble, puis ils ont pris leur perche, puis ils se sont mis à pousser, puis ça bougeait pas. Le ciel restait bas. Fait que là, ils ont commencé à se dire, peut-être qu'on n'est pas assez. Tu sais, juste nous autres, dans le coin, on n'est pas assez. Il faudrait passer le mot. Il faudrait aller avertir les enfants dans les autres villages, puis dans les alentours, tout le monde. Il faudrait qu'on se donne un rendez-vous, une date, puis on s'arrange comme ça, puis juste de bouche à oreille comme ça, à travers les jours qui ont suivi, les semaines et les mois, ils se sont dit, dans un an, on se rejoint tout ici, on se rejoint partout, on se passe le mot, puis on va pousser. Fait qu'un an plus tard, tous les enfants partout avaient été mis au courant que c'était le jour puis l'heure de pousser. Puis ils se sont tous pris une perche, puis Sam, lui, était bien ambitieux, lui, il dit, tu vas prendre un tronc d'arbre, il était fort, Sam. Fait que là, ils se sont mis, tous les enfants du monde, à pousser, puis à force d'essayer, puis tout, le ciel, il a levé, il a pas arrêté, c'était comme sur un spring, ce ciel-là. Il s'est rendu jusqu'en haut, ce qu'on le voit maintenant. Puis c'est comme ça que maintenant, on marche debout, puis que les arbres poussent droit, puis que les oiseaux volent haut dans le ciel.
Bon, là, vous allez me dire, ah, c'est des histoires racontées, ça, là? Bon. Si jamais vous regardez le ciel le soir, puis que vous voyez tous des petits points blancs, là, partout, mais ça, c'est toutes les perches que tous les enfants ont pris pour pousser le ciel. Puis en plus, vous allez dire, wow, puis la lune, elle, ben, le tronc d'arbre que Sam avait pris, ben, c'est ça qui a fait notre lune. Puis c'est une drôle de déchirure, fait que de temps en temps, ça rouvre, puis ça ferme, cette affaire-là. Fait que, croyez-moi pas, ben, c'était comme ça. C'est à cause de ça qu'on a le ciel haut maintenant. Ben moi, ça fait quand même longtemps que que je vais dans des soirées de contes, que je participe à des soirées de contes, puis ben, je viens assez régulièrement ici. Alors. Puis qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce conte-là? Ben, c'est un conte que j'ai entendu de Bernard Grondin il y a à peu près 2-3 ans. J'ai toujours trouvé que c'était une histoire que j'aimais raconter, que je me suis mis à raconter, puis j'aime ça. Puis qu'est-ce que vous voulez transmettre au public quand vous racontez une histoire comme celle-là? Ben en fait, c'est juste parce que il y a toujours des mystères dans la vie. Pourquoi que le ciel, il y a des étoiles, puis la lune, hein? J'en ai un autre aussi, là. J'en ai beaucoup des mystères de la vie comme ça, d'autres histoires. J'aime ça faire réfléchir les gens. Peu importe la forme ou l'originalité d'un conte, ce qui rassemble ces conteurs, c'est leur passion des histoires et la volonté de vous les transmettre. Qu'ils fassent appel à la peur, à la folie ou à la sensibilité, le conteur joue autant avec les mots qu'avec les émotions. Vous l'avez remarqué, leur plaisir est évident et les spectateurs conquis. Quant à nous, nous serons de retour la semaine prochaine pour vous montrer tout le talent qui existe chez les conteurs au Québec.